Masri, vous êtes né à Damas dans une famille conservatrice. Dans votre enfance, vous aidez votre père commerçant et vous vous passionnez pour le théâtre et l'écriture. Votre opposition au régime commence à 13 ans, une opposition qui vous coûtera la poursuite de vos études universitaires en Syrie et 3 séjours en prison. Exilé volontaire depuis 1996, vous devenez journaliste. Puis en 2011, vous faites une intervention à la télé où vous demandez à la communauté internationale d'intervenir en Syrie afin de protéger les civils. Homme politique influent, vous devenez porte-parole en 2012 de l'armée syrienne libre pour enfin fonder en 2014 le Front du Salut national syrien, dont vous êtes le président aujourd'hui. Merci à vous d'être parmi nous. Incidence, on t'écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir Zia, bonsoir Monsieur Fahd El-Masri. Merci Zia pour cette brève, mais il faut reconnaître injuste présentation pour notre invité, puisque il a eu une vie assez animée entre le commerce, les lettres et la politique actuellement. Monsieur Fahd El-Masri, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'avoir été honoré d'être parmi vous ce soir et je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a un point sur votre CV sur lequel vous voudriez revenir? Écoutez, d'abord, avant de parler concernant mon CV, mon parcours personnel et professionnel, je voudrais présenter avec les mots et les phrases le plus haut respect un message adressé à mon message avec tout le respect à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à la famille royale et au peuple marocain à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse Marche verte et de présenter notre soutien total à côté du Maroc et à sa souveraineté sur ton territoire et de présenter notre soutien total sans aucune réserve à la droit de le royaume du Maroc de défendre ses souverainetés et son unité nationale et territoriale et ses droits de combattre toute forme d'extrémisme et de terrorisme. Concernant mon parcours personnel, à mon avis, j'ai un parcours très riche. Ma vie, elle était toujours vivante pour défendre la cause syrienne, les droits de notre population pour la liberté, l'égalité et la dignité. Et moi, je suis exilé depuis presque 27 ans. Je suis en France, en exil volontaire. Et j'ai payé très cher de ma vie, loin de mon pays, loin de ma famille. Et ça fait depuis 27 ans, je n'ai jamais retourné de chez moi, ni voir la famille depuis 27 ans. Donc, c'est dur de vivre loin de la famille, loin de votre pays, et même sans la possibilité de voir la famille aussi. Mais la liberté, ça coûte cher. Et j'ai payé très cher. Et le peuple syrien a payé trop cher aussi pour avoir la liberté. Quelle est aujourd'hui la situation en Syrie? Écoutez, la situation actuelle en Syrie est une situation très douloureuse car la Syrie et le peuple syrien resté à l'abandon. Et c'est très dur et c'est très mal, ça fait très mal que vous sentez que vous êtes seul, abandonné par tout le monde et vous continuez à combattre un régime barbare et vous payez du sang de vos enfants et de votre sécurité et de votre stabilité. Actuellement, la Syrie, après 10 ans de guerre barbare en Syrie et malgré l'abandon de la communauté internationale à la Syrie et le peuple syrien,
la situation actuelle, nous avons en Syrie plus de 1 million tués par cette guerre barbare. Nous avons au moins 10 millions de Syriens entre réfugiés et déplacés. L'infrastructure de l'État était détruite et nos musées sont volés. Et nos sites historiques et des civilisations sont soit bombardés, soit volés. Et actuellement aussi, il y a la présence de certains mouvements terroristes en Syrie, comme toutes les milices barbares extrémistes viennent du côté de l'Iran, soit le Hezbollah, soit les milices chiites irakiens, des Afghans, des Houthis, et aussi le régime syrien avec son alliance très forte avec l'Iran et a donné la possibilité de rassembler tous les barbares et les zinzins du monde sur le territoire syrien. Ça a donné l'occasion de créer Daesh et aussi la création de certains mouvements extrémistes et terrorisme, malgré que le peuple syrien est contre le terrorisme, l'extrémisme. La Syrie continue toujours de combattre le terrorisme et l'extrémisme, et le peuple syrien ne lâche jamais le combat contre la présence d'Assad et ses milices, et la présence de l'Iran et toutes les milices de terrorisme et d'extrémisme en Syrie. Vous avez parlé de l'abandon de la communauté internationale et dernièrement, pour des raisons de géostratégie, certains pays qui avaient affiché leur opposition au régime de Bachar al-Assad, aujourd'hui renouent avec lui. Quel est votre sentiment sur ces revirements? Tout est si. La position de la communauté internationale, vraiment, c'est honteux. Moi, je le sais depuis le départ parce que je connais très bien la mentalité et la structure du régime syrien et ses services de renseignement, comment ça fonctionne. Et surtout parce que j'ai plein d'informations, parce que j'étais très proche de certaines personnalités très importantes au sein du régime syrien. Ex-vice-président syrien Abdelhalim Khaddam, surtout comme il était exilé depuis 2005 en France, j'étais la personne le plus proche de lui. Pour ça, je sais beaucoup de choses, des secrets de l'État syrien, du régime syrien. Et malgré que le peuple syrien, pendant des années et des siècles, a accueilli avec des bras ouverts des réfugiés du monde entier, soit de l'Arménie, soit du Liban, de l'Irak, partout. Malgré que la Syrie a ouvert les bras pour tous les réfugiés du monde entier qui viennent vers la Syrie est restée à l'abandon. Les pays, entre guillemets, arabes, a fermé les portes en face les vagues des réfugiés syriens, et la majorité des réfugiés syriens a trouvé du refuge en Turquie. À peu près 3,5 millions de réfugiés trouvé du refuge en Turquie. Et il y en a actuellement à peu près 1 million de réfugiés en Jordanie, 1 million au Liban. Donc, il y en a à peu près 1,5 million aussi en Europe, et il y a des Syriens partout. Donc, la société syrienne était déchirée, et les Syriens maintenant, ils sont partout, et la communauté internationale garde toujours le silence. Moi, depuis le départ, après même pas 2 mois de la révolution en mars 2011, après 2 mois de la départ de la révolution, j'ai lancé un appel télévisé dans la chaîne Al Arabiya et par certains médias arabes, même des chaînes de télévision et des médias européens, français. J'ai demandé l'intervention militaire internationale en Syrie, en dehors de la Conseil de sécurité. Et j'ai dit clairement, comme j'ai rencontré le secrétaire général de la Ligue des pays arabes, Dr Nabil Arabi, j'ai dit clairement
si le peuple syrien reste à l'abandon par la communauté internationale, le peuple syrien était obligé de reprendre les armes pour défendre eux-mêmes face à la barbarie du régime syrien et son allié iranien. D'accord. Et si la Syrie reste à l'abandon, la Syrie va devenir le paradis du terrorisme et d'extrémisme qui vient du monde entier. On reviendra. Tout ce que j'ai craigné, c'était arrivé en Syrie. On reviendra un peu sur les différentes interventions. Quel est le rôle exact aujourd'hui, ou plutôt quelle est la position exacte aujourd'hui d'un pays comme l'Égypte? Écoutez, l'Égypte, il essaie de jouer le jeu de l'équilibre de sa politique. L'Égypte, après la révolte du peuple syrien, a accueilli des centaines de milliers de réfugiés syriens. Moi, j'ai organisé en Égypte, en septembre 2011, j'ai organisé la semaine de soutien et de solidarité avec le peuple syrien au Caire pendant une semaine. J'ai rencontré toutes les partis politiques avec une délégation de l'opposition. J'ai rencontré les forces de la révolution égyptienne, nous avons rencontré l'organisation de la société civile, etc., pour exprimer nos idées et transmettre les messages à l'Égypte et à la communauté internationale. Mais l'Égypte, à mon avis, elle garde toujours la même distance entre le régime et le peuple syrien. Il y a des moments où on voit un message très fort de l'Égypte pour soutenir la Syrie, mais malheureusement la Syrie il peut pas dépasser les lignes de la politique internationale et il essaye de faire quelque chose, mais à mon avis pour le moment cette position reste pas à l'auteur de la crise en Syrie. L'Égypte, c'est un pays très grand au Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, un pays très important. Il joue un rôle central dans la crise dans le Proche-Orient. Et à mon avis, l'Égypte doit faire un rôle plus important que l'opposition actuelle. Car l'Égypte, elle pèse au niveau politique et elle a la place très importante au sein de la politique du Proche-Orient. Si demain, Bachar al-Assad lançait un appel à l'opposition, toutes tendances confondues, pour une réconciliation nationale, une assemblée constituante, quelle serait la position de Fahd al-Masri et du mouvement qu'il préside? Écoutez, pour nous, notre position est très claire. La Syrie actuellement, si Bachar al-Assad a présenté cette proposition en 2011, peut-être on peut réfléchir à cette question pour que la Syrie reste stable. Mais malheureusement, après 10 ans de guerre, le pays est détruit, la société syrienne est déchirée, la Syrie est occupée par 5 armées étrangères et plein de mouvements terroristes, plein de milices partout dans le pays, et les conflits des intérêts de certaines forces régionales et internationales sur la scène sur la scène de notre territoire national. À mon avis, c'est très difficile d'accepter, ou plutôt impossible d'accepter, de dialoguer avec un assassin et un barbare comme Bachar al-Assad. Il n'y a pas de solution avec Assad. Avec la présence d'Assad, il n'y a pas de solution. Si Bachar al-Assad, il veut vraiment faire la réconciliation avec le peuple syrien, il ne va pas conduire le pays dans son état actuel. Comment vous voulez je mette la main dans la main de Bachar al-Assad, qu'il est nagé dans le sang du peuple syrien? Je ne peux pas accepter, je ne peux pas jeter du sang de 1 million Syriens, si 1 million êtres humains tués par Bachar al-Assad. Le premier responsable de tous les génocides
et le Holocauste organisé en Syrie. Je ne peux pas accepter mettre la main avec Assad. Il n'y a pas de solution. Même à mon avis, moi je suis sûr que les personnes qui croient dans l'opposition qu'il y a une solution politique à Assad, à mon avis, ce sera stupide de qualifier Assad comme un colombe pour la paix. Bachar al-Assad doit quitter le pouvoir, doit partir par tous les moyens, par toutes les solutions, doit quitter le pouvoir, doit partir et laisser la chance au peuple syrien d'organiser leur avenir. Bah, justement, Monsieur Masri, est-ce que la Syrie n'a pas payé le prix non seulement de la présence de la famille Assad au pouvoir, mais est-ce que la Syrie n'a pas payé le prix de sa position géostratégique depuis le début de ce conflit? Nombreux sont les pays qui sont intervenus militairement, nombreux sont les pays qui ont cherché à dépecer territorialement la Syrie, des factions appuyées par des pays ont cherché à se repositionner. Est-ce que ce n'est pas cette position géostratégique de la Syrie qui a fait que cette situation belliqueuse a duré beaucoup trop d'années? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous que la Syrie elle a payé aussi un prix très cher, elle a pris très cher à cause de sa position géostratégique de la région. Il ne faut pas oublier aussi que la Syrie, c'est le centre de cet univers. Le plus ancien capitale du monde, c'est Damas. Et sa position, la position géopolitique de la Syrie au cœur de Proche-Orient. Et la frontière avec l'Israël, avec certains pays très importants et certains pays en conflit comme l'Irak, un grande force régionaux comme l'Israël ou la Turquie. Actuellement, la Syrie, c'est la scène du conflit. Pardon, si vous permettez, juste une seconde. Bien sûr. La Syrie, actuellement, c'est la scène aussi, pas seulement du conflit entre le peuple syrien et le régime syrien et son allié iranien, mais aussi c'est la scène d'un conflit de 5 projets d'influence régionaux et internationaux. Vous avez le projet d'influence américain, vous avez le projet d'influence israélien, vous avez le projet d'influence turc, et ensuite vous avez le projet d'influence de la Russie et de l'Iran, surtout de l'Iran. Les 5 projets régionaux internationaux, ils sont en conflit pour leurs intérêts en Syrie. L'Iran, surtout maintenant le plus dangereux projet présent, le plus dangereux, c'est le projet d'influence de l'Iran. Car l'Iran, il prend de la Syrie comme une base principale, comme un front avancé de défense de Téhéran. La Syrie présente une fenêtre très avancée vers la Méditerranée en face de l'Europe pour l'Iran. Aussi, par la Syrie, la présence de l'Iran, ses influences, faire face à l'influence de projets turcs, d'influence de projets turcs. Aussi par la Syrie, aussi c'est la porte de l'influence de l'Iran vers le Golfe et vers la Jordanie, et en même temps la présence de l'Iran en Syrie, ça donne l'Iran un accès de faire un embargo contre l'État d'Israël de Syrie, et aussi donc l'Iran avec sa présence en Syrie, il fait l'embargo et encercler l'Israël de côté Liban, de côté Syrie, de côté Cisjordanie. Et il reste que la fenêtre jordanienne encore fermée en face le projet iranien. Donc l'Iran, il avance très rapide dans la région avec ses influences. Si les communautés de certains pays arabes ils mettent pas
ils n'organisent pas une stratégie, ils ne dessinent pas une stratégie bien solide pour faire face à cette influence iranienne, l'Iran est en train de brûler cette région, cette merveilleuse région du monde. Maintenant, elle occupe 4 pays, elle occupe l'Irak, le Liban, la Syrie et le Yémen. Et vraiment dommage que le pays arabe ne prend pas les mesures nécessaires de mettre fin de cette influence de l'Iran, surtout l'Algérie. L'Algérie, depuis plusieurs années, j'ai alerté par les médias algériens, par mes amis en Algérie, des intellectuels, des journalistes, etc., sur l'influence de l'Iran. L'Iran est en train d'entrer comme des gargarines dans la société algérienne, malgré toutes les alertes de danger que j'ai présentées à mes amis en Algérie. L'Iran continue de faire influencer l'Algérie. En plus de la position géostratégique, la Syrie se retrouve au centre d'autres conflits, parfois non avoués. Je parle de l'importance de l'eau dans la région, de l'importance du gaz, des pipelines, de son ouverture sur la Méditerranée. Est-ce que la solution du conflit syrien ne passerait pas peut-être par une conférence internationale qui chercherait un équilibre et tenterait ensuite d'imposer cet équilibre pour une stabilité, de toute la région? Écoutez, à mon avis, il y a une volonté régionale et internationale d'avoir une guerre d'usure en Syrie. Moi, j'étais la première personne qui a lancé cette qualification de la guerre en Syrie. C'est une guerre d'usure pour détruire l'infrastructure de la Syrie, l'infrastructure de l'État syrien, de diviser, de faire faiblir la Syrie et aussi faire la guerre d'usure de certaines forces régionales et internationales. Et l'Iran et ses bras militaires et de sécurité comme le Hezbollah, les milices chiites irakiennes, etc., elle est entrée dans cette guerre d'usure. La Russie, elle a trouvé que la politique américaine, elle est en recul vis-à-vis le Proche-Orient et la Syrie. Elle a essayé de remplir de cette absence de présence américaine. Elle a essayé, la Russie, de retrouver sa place au Proche-Orient. Elle rêve de retrouver, la Russie rêve de retrouver ses influences de l'Empire russe et ses influences de l'ex-Union soviétique dans la région. Et la Syrie présente actuellement le dernier endroit où il a une masse au terrain. Pour ça, la Russie elle est mobilisée au maximum pour faire un règlement de compte avec la communauté internationale, surtout avec l'Europe et les États-Unis. Pour ça, il essaye de faire des échanges sur certaines questions. Par exemple, la question syrienne, maintenant, elle est liée avec la question de Crimée. La question syrienne, elle est liée avec la question de gaz avec l'Europe, etc. Plein de questions, elle est liée maintenant avec la question syrienne. Donc, jour après jour, la question syrienne devient beaucoup plus complexe qu'avant. À mon avis, nous sommes maintenant dans les dernières périodes de cette guerre d'usure. Maintenant, la communauté internationale elle cherche de trouver une solution de mettre fin de cette guerre d'usure. Car, à mon avis, la guerre il va déplacer vers d'autres pays ou d'autres régions dans le monde, surtout en Asie centrale. Et moi, j'ai craint que vraiment, c'est triste de dire ça. Moi, j'ai craint que l'Algérie aussi est au rendez-vous des problèmes très graves. Juste, vous avez énormément insisté sur l'interventionnisme iranien plus que tout autre. En quoi cet interventionnisme iranien
retient plus votre attention, ou en d'autres termes, pourquoi vous pensez que cet interventionnisme iranien est autrement plus dangereux que les autres interventionnismes auxquels on a assisté en Syrie? Écoutez, l'Iran représente actuellement le danger le plus haut pour la Syrie et toute la région. Car la présence de l'Iran, dans chaque pays où il va, l'Iran, il crée un État à l'intérieur de l'État. Même à l'intérieur de l'Iran actuellement, il y a un État à l'intérieur de l'État. Il y a l'État iranien et il y a l'État aussi de la garde révolutionnaire iranien. Donc il y a un État à l'intérieur de l'État. Au Liban, il a créé le Hezbollah. Maintenant, le Hezbollah, c'est un État à l'intérieur de l'État libanais. En Irak, c'est la même chose. Au Yémen aussi, c'est la même chose. Et il a essayé en Syrie depuis longtemps, même avant la révolution en Syrie, même avant l'intervention directe de l'Iran en Syrie. Il essaye depuis longtemps, depuis l'invasion américaine en Irak en 2003, l'Iran, il essaye de créer en Syrie le Hezbollah syrien. Il essaye d'infiltrer la société syrienne. Il essaye de faire le chiisme politique en Syrie. Donc, il ne présente pas seulement un danger de sécurité ou de stabilité pour la Syrie, aussi il essaie de jouer dans l'identité civilisée de la Syrie. Il essaie de transmettre ses idées, ses idéologies aux Syriens. Pour ça, on trouve maintenant, il essaie par toutes ses forces actuellement dans l'est de la Syrie, surtout par exemple dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Il essaie de changer toutes les comment dire, البناهج التعليمية, les programmes scolaires. Les programmes d'éducation dans le gouvernorat de Deir ez-Zor et dans certaines villes syriennes. Donc le danger, il vient aussi à nos enfants pour changer leurs idées, leurs idéologies. Donc un projet, vraiment, il touche l'identité historique, civilisée de la Syrie. Et c'est la même chose qu'il a fait aussi en Irak, et la même chose qu'il est en train de faire au Liban, la même chose qu'il a fait au Yémen. Et à mon avis, très bientôt aussi en Algérie. Pourquoi vous pensez en Algérie? Écoutez, moi, depuis longtemps, je surveille attentivement la présence de l'Iran partout, surtout au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Pour cette raison, j'ai alerté mes amis en Algérie, mes amis intellectuels et journalistes. Attention à la présence de l'Iran. Surtout, comme il y a quelques années, il y a un diplomate iranien, il s'appelle Amir Moussaoui. Amir Moussaoui, il était présenté en Algérie pendant plusieurs années comme un diplomate, un autre fonctionnaire ou un autre diplomate à l'ambassade de l'Iran en Alger. Mais en réalité, c'est pas un diplomate, Amir Moussaoui. Amir Moussaoui, c'est un vrai loup de la garde de la révolution iranienne. Il est parti vers l'Algérie en mission d'infiltrer la société algérienne, infiltrer l'armée algérienne, infiltrer les services de sécurité en Algérie. Est-ce que vous êtes en train de... Pardon. Et il a réussi. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que l'Iran a réussi à monter une base opérationnelle en Algérie? Bien sûr. Et ils sont aussi en très bonne coordination avec le Belisario. Et je ne vous cache pas, certains responsables de cette organisation terroriste de Belisario, certains dirigeants de cette organisation terroriste, a passé en plusieurs visites en Iran. Ils ont visité Téhéran. Ils sont en coordination avec Téhéran. Est-ce que c'est des visites documentées? Écoutez, moi j'ai pas beaucoup d'informations concernant leur visite en Iran, mais ils visitent l'Iran, c'est pas pour faire ni le pèlerinage ni visite touristique. Ils viennent pour faire une coordination entre ce mouvement terroriste et l'Iran. Lors des dernières élections législatives en Algérie,
on avait parlé, ou certains observateurs algériens ont parlé, plus précisément des opposants, ont parlé de l'élection de 3 députés chiites. Oui, c'est pas étrange. C'est pas étrange. L'Iran, il a tous les moyens. L'Iran, il a tous les moyens financiers. Et il essaye d'utiliser tout le monde comme des outils pour ses influences partout. L'Iran, il est présent en Algérie. L'Iran, il est présenté aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria, au Tchad, au Soudan, il est au Somalie. Même, il est présent aussi aux Comores. Vous le savez, peut-être très peu de gens qui le savent. Même les gardes personnels, les gardiens personnels, les gardes-corps personnels du président de Comores, c'était de la garde de révolution iranienne. Des gardes-corps de qui? Le Comores, c'est un pays membre de la Ligue pays arabes. Pourquoi les pays arabes ne bougent pas? Donc, à une certaine... L'Iran, c'est vraiment comme un cancer. Lorsque il faut absolument que les pays arabes bougent, trouvent la solution de mettre un obstacle vis-à-vis cette influence de l'Iran. Il a tous les moyens, il essaie de faire, et même j'ai dit à certains responsables internationaux ou arabes, même aussi avec mes discours aussi avec certains responsables israéliens, je dis, c'est stupide si vous croyez que l'Iran, que l'Iran, ses influences, il va arrêter seulement dans son programme nucléaire ou dans son souhait et ses rêves d'avoir juste seulement une influence régionale. Il rêve d'avoir une influence partout. L'Iran, il est présent aussi en Amérique du Sud, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, il est partout maintenant. Mais comment se fait-il que l'Iran, malgré un embargo de plusieurs années, des relations internationales assez difficiles avec les puissances actuelles, comment se fait que l'Iran arrive à s'étendre aussi loin du pays perse? Écoutez, ça dépend de la volonté de certaines forces régionales et internationales qui sont laissées l'Iran pour profiter de la présence de l'Iran dans certains pays dans la région ou dans le monde. À mon avis, tous les pays arabes, ils doivent prendre le Maroc comme un exemple. Comme un exemple, le Maroc, c'est le seul pays qui a pris une décision très sage. Alors justement, la relation avec l'Iran. Pardon, tous les pays arabes qui coupent la relation avec l'Iran, ils prennent le Maroc comme le bon exemple. Il faut suivre le Maroc par cette mesure de mettre fin de cette barbarie de l'Iran. Justement, lorsque le Maroc avait en 2018 rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, on avait parlé que certains responsables militaires du Hezbollah entraînaient et formaient des éléments du Polisario. Et à cette époque, cette information avait été plutôt qualifiée de fiction. Donc pour vous, ce n'était absolument pas une fiction et que depuis 2018, des relations entre le Hezbollah, enfin les Iraniens via le Hezbollah, sont effectives avec le Polisario? Bien sûr. Même aussi au niveau culturel. L'Iran, il a utilisé certaines personnalités, entre guillemets, religieuses. Il a utilisé certaines personnalités religieuses chiites marocaines pour essayer d'influencer et infiltrer la société marocaine. Il y a certaines personnalités, une personnalité, je ne me rappelle pas son nom, une personnalité marocaine, il est converti au chiisme iranien, il a essayé d'infiltrer la société iranienne. Il vit en Belgique. Et à mon avis, les services marocains, ils savent bien que le rôle et le danger de l'Iran, dans ce sens, de jouer avec l'identité culturelle et religieuse du peuple marocain.
Alors, C'est pas seulement avec le Belisario. Donc l'Iran, il essaie par tous les moyens et par tous le sens, il essaie d'infiltrer toutes les sociétés possibles au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte. Il a essayé en Égypte, mais il a trouvé après la porte fermée. Il a essayé en Syrie, il est arrivé en Syrie avec beaucoup de succès. Une question. Il est arrivé en Irak, au Liban, au Yémen. Une question, si vous permettez, pour qu'on reste un peu sur le sujet, et je parle sous votre contrôle, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a eu des relations entre l'Iran via le Hezbollah avec le Polisario, est-ce que ces contacts n'ont pu avoir lieu qu'avec la bénédiction de l'Algérie? Et est-ce que, si oui, est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie, dans sa fixation ou son obsession sur le dossier du Sahara, n'est pas en train d'introduire un cheval de Troie dans la région et qui commencera par détruire d'abord l'Algérie avant de passer aux autres États? Je vous pose la question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos analyses et qu'est-ce que vous dites. Et il essaye d'utiliser le Polisario, bien sûr, avec la relation entre l'Iran et avec certaines personnalités au pouvoir en Algérie. Je ne vais pas qualifier tous les régimes algériens, mais je suis sûr il y a certaines personnalités au sein du pouvoir en Algérie. L'Iran, il a bien infiltré et sont devenus des agents de l'Iran en Algérie. Et bien sûr, avec la coordination avec cette personnalité, le Polisario, il passe, il devient un outil terroriste dirigé par l'Iran elle-même. Vous avez dit... L'Iran, il utilise tous les slogans, voilà, République islamique, il utilise tous ces slogans, le défendre la question palestinienne, machin, etc. Toute cette propagande. Et moi ça me rappelle la question de République islamique, ça me rappelle une fameuse phrase de citation, je peux citer la citation de phrase de Sa Majesté Hassan rahimahullah. Ils disent dans cette phrase, la fameuse phrase, si Khomeini est musulman, alors je ne le suis pas. Donc, l'Iran, il essaie d'utiliser tous ces moyens, tous les slogans possibles pour infiltrer tous les pays, soit au Proche-Orient, soit en Afrique du Nord. Pour cette raison, pour la deuxième fois, j'ai lancé un appel par nos communiqués de presse que la communauté internationale doivent qualifier le groupe de Polisario comme organisation terroriste. Son organisation qualifiée comme organisation terroriste. Les leaders de Polisario doivent être suivis par le comité international afin d'être arrêtés et présentés devant des tribunaux pour juger contre tous les massacres et tous les crimes organisé par le Polisario contre le peuple marocain. Vous avez estimé il y a quelques instants que le Maroc avait su contrer cet expansionnisme iranien à ses frontières. Ma question, c'est est-ce que les Iraniens envisageraient de pénétrer une région qui est hautement instable, comme le Sahel? Il essaie tous ses moyens. C'est pas par hasard qu'il essaie d'ouvrir de créer des associations culturelles, de créer des mosquées, etc. en Côte d'Ivoire et dans certains pays du Sahel, dans son présence en Algérie, dans toute cette région. Donc il y a une stratégie. Il y a une stratégie à la longue terme dans la mentalité des Iraniens pour infiltrer toutes les régions de l'Afrique du Nord ou de la Sahel. Merci,
Merci, Monsieur Fahd Al-Masri. Normalement, nos interviews durent 30 minutes. Nous avons dépassé de 18 minutes, mais je pense qu'avec vous, on pourrait encore en parler pendant très longtemps. Mais je pense que certains de nos auditeurs doivent être impatients de poser des questions. Alors, je ne sais pas si Zia a déjà reçu des questions en DM. Mais si vous permettez, avant de poser oui, bien les sûr. questions, mais si vous permettez, avant de poser les questions, mais vraiment, moi j'adore les pays de l'Afrique du Nord, le peuple marocain, le peuple algérien, et vraiment, et nous avons des liens historiques avec le Maroc et avec l'Algérie. La Syrie, pendant la révolution algérienne, pour leur indépendance, le peuple syrien, il était mobilisé. Le peuple syrien était mobilisé pour soutenir la révolution algérienne. Malgré le peuple syrien, il a fait tous ses moyens et il est mobilisé au maximum pour soutenir la révolution algérienne. Malheureusement, le régime, le pouvoir en Algérie, il soutient Bachar al-Assad qui est en train d'assassiner le peuple syrien et qui a tué 1 million de Syriens. Le seul pays arabe, si on peut qualifier un pays arabe, c'est le seul pays qu'on a vu, le seul chef d'État arabe qui était présent côté du peuple syrien, c'est Sa Majesté le roi Mohammed Sadis. Il a visité le camp de réfugiés syriens en Jordanie. Il a donné l'ordre d'ouvrir un hôpital militaire en Algérie. Le Maroc, il était toujours côté du peuple syrien. On n'oublie jamais, nous les Syriens, que Sa Majesté le roi Hassan II, qu'il a envoyé des soldats marocains pour soutenir le peuple syrien pour la libération de Golan pendant la guerre des années 73. Mais dommage, un peuple de l'Algérie, un peuple très vivant, un peuple qui est fier de sa dignité, de sa présence, de sa richesse, qu'il vive en pauvreté, qu'un pouvoir ne présente pas la volonté du peuple algérien. Moi, je trouve c'est bizarre de voir certaines personnalités au pouvoir en Algérie, et l'on voit des messages, très mauvais messages vis-à-vis le Maroc, et au côté marocain, on voit des messages de sagesse de côté, soit du gouvernement, soit du côté de Sa Majesté le roi. Il essaie toujours d'ouvrir mais vraiment, on trouve c'est étrange. Monsieur Fahd Al-Masri, en ce qui concerne l'ingratitude des dirigeants algériens, je pense que nous avons un point en commun et que nous en avons fait aussi bien les Syriens que les Marocains. Nous en avons fait la mère expérience. Ça me rappelle une phrase. Il ne faut pas perdre de temps à son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. C'est une phrase célèbre de Sa Majesté Rabbi Rahamo Hassan II. Exactement. Alors c'est pour ça que au Maroc, nous avons un proverbe qui dit Der al-khair unsah.